Bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce nouveau rendez-vous du 7info. L'équipe du dimanche est bien sûr bien en place et avec plaisir est là pour vous servir, pilotée par Abdoulaye Baro. Bagarre autour du positionnement sur les listes électorales, conseil de discipline de Bassolma Bazier, ministre sommet d'Accra sur le Mali et puis la problématique de l'accès à l'emploi pour les jeunes. On en parle avec l'ONG Oxfam et notre invité Taïrou Traoré. Il est le coordonnateur national de la coalition pour l'éducation pour tous. Au Burkina Faso, le 7info, c'est parti, le journal du dimanche. L'heure des dépôts de candidature aux législatives du 22 novembre prochain a donc sonné cette semaine. Peu d'engouement au premier jour du côté de la Commission nationale électorale indépendante. 12 équipes sont mobilisées pour la réception des dossiers dans les états-majors des partis politiques. La constitution des listes fait grincer des dents. La bataille pour le positionnement fait rage. Le MPP, le Mouvement du Peuple pour le Progrès, parti au pouvoir, a achevé sa liste ce dimanche. Suivons le président du parti, Simon Compaoré, sur le sujet. Aujourd'hui, c'est vraiment pour moi, ce n'est que du bonheur. Moi qui ai eu hier à fêter mes 68 ans et à commencer aujourd'hui ma 69e année, vraiment j'ai été gratifié d'une rectitude, d'une attitude bienveillante de la part des autres camarades du parti qui ont écouté, qui ont accepté ce que nous avons fait et qui ont validé. Et ainsi, nous avons donné mandat à l'ensemble de ces candidats d'aller à cette bataille qui va être rude. Et c'est pour ça que nous nous préparons sérieusement. Voilà ce que nous avons fait. Au jour d'aujourd'hui, on peut dire qu'il n'y a pas de débat. Des difficultés particulières, il n'y en a pas eu à notre niveau pour retenir les 254 candidats titulaires comme suppléants sur les listes provinciales et les 32 camarades retenus sur la liste nationale à raison de 16 titulaires et de 16 suppléants. Mais un fait majeur, ni le président que je suis, ni les vice-présidents, ni le secrétaire exécutif, vous ne trouverez nos noms nulle part. C'est nous qui avons décidé de faire ainsi et de laisser la place à d'autres personnes, pour certains qui n'ont jamais été députés. Il faut être honnête, nous n'avons pas pu respecter entièrement ce que c'est certaines provinces qui ont pu respecter le quota genre. Et croyez-moi, j'en suis un peu affecté parce que ce n'est pas faute d'avoir fait des efforts, mais on s'est trouvé devant certaines situations où on ne pouvait pas faire autrement. Parce que quand il y a eu des décantations depuis la base, ça remonte, vous arrivez à un niveau donné où vous n'avez pratiquement pas de choix à faire au niveau des femmes. Et c'est regrettable. C'est des insuffisances à notre niveau que nous comptons pour les prochaines élections corrigées. Et voilà donc pour la vérité de Simon Compaoré. Et Siaka Koulibaly, on le voit nettement, c'est vrai, clairement, hein, il a dit, le quota genre n'a pas été respecté au sein du parti au pouvoir. Alors on peut déjà se poser des questions si au niveau du parti qui est en charge du pouvoir, la gestion du pouvoir, donc la mise en application des textes n'y arrive pas. On peut se dire qu'au niveau de l'opposition, ça pourrait être pareil. Et donc là, c'est encore une déception pour les défenseurs du genre. Oui, mais il faut dire que la situation est très différente entre les partis au pouvoir et les autres, surtout les partis d'opposition. Il y a moins de compétition dans les partis qui ne sont pas au pouvoir. Donc c'est plus facile peut-être pour eux de positionner des femmes et de respecter le quota genre. Parce que le parti au pouvoir fait l'objet de beaucoup de sollicitations de la part des militants, de la part
des dirigeants politiques, si bien qu'il est assez difficile là-bas pour qu'on puisse respecter cette règle du quota. Cependant, ce n'est pas seulement au niveau des législatives. Vous vous rappelez que le président du Faso lui-même s'était excusé de ne pas avoir pu respecter le quota genre quand il formait le gouvernement. Mais là, il parle plutôt de... On a cherché, mais on n'a pas pu en avoir en vérité. C'est ce qu'on semblait dire. Mais là, est-ce que le problème pour les listes électorales, c'est pareil? Oui, je dis pas que c'est pareil. Je vais seulement dire que la situation est générale, en fait. Et les partis politiques sont astreints à l'efficacité, notamment au niveau électoral. Si on impose de mettre des femmes à des niveaux où cela va créer de la désaffection électorale, c'est-à-dire que, comme vous le savez, dans certaines provinces, il y a un nombre de députés à désigner. On fait une liste en fonction de ce nombre de députés-là. Et ceux qui sont sur la liste, il y en a qui sont en arrière-plan, qui savent très bien qu'il leur est difficile d'être élus, mais ils restent, parce que si vous ne les mettez pas, c'est autant d'électeurs que vous perdrez. Donc ce n'est pas seulement la possibilité d'être élu qui est en ligne de mire, mais c'est aussi le fait de pouvoir mobiliser qui compte. Donc à la fois le leadership est important pour pouvoir être positionné sur les listes électorales, si bien que la compétition étant très forte au niveau du parti au pouvoir, ce n'est pas étonnant que ce parti n'arrive pas à le faire et préférerait supporter la sanction financière des payer ou de ne pas recevoir les subventions de l'État, puisque ça va être défalqué en fonction du quota genre, que d'aller avec des gens qui ne vont pas les faire élire. Alors, M. Tahirou Traoré, vous êtes le coordinateur national de la Coalition pour l'éducation pour tous au Burkina Faso. On va parler aujourd'hui de la question de l'accès des jeunes à l'emploi, mais quand on parle de quota de genre, on parle aussi de la jeunesse. Là aussi, c'est une problématique, le positionnement des jeunes sur les listes électorales, question de leur permettre aussi d'avoir ce pouvoir de décision, parce que l'enjeu aussi est là pour les emplois, mais là aussi, on se rend compte que pour le positionnement, comme pour les femmes, pour les jeunes, c'est aussi pareil. Bien, merci. Je crois que dans le cadre du projet que nous pilotons, bien sûr, avec Oxfam, jeunesse, éducation à la citoyenneté active et égalité de genre, sur ce même plateau, nous étions passés pour plaider pour la participation des jeunes aux élections et surtout également celle des femmes. Nous constatons aussi avec beaucoup de surprise voilà, qu'au plus haut niveau, il n'a pas pu respecter cet engagement. Ça ne nous surprend pas puisque dans notre plaidoyer avec les députés que nous avions rencontrés une fois, ils nous ont dit qu'ils étaient tout à fait d'accord avec le plaidoyer que nous faisions, mais pour eux, ils voudraient que les jeunes, tout comme les femmes, se battent. Donc pour vraiment leur permettre de gagner, si toutefois on les mettait en pole position sur les listes électorales. Donc, tout clairement dit, leur préoccupation, c'est de pouvoir mettre des gens capables de leur faire gagner sur les listes électorales. Donc, c'est toujours la même chanson. C'est toujours la même des chanson. Gens capables, voilà, des gens capables de... Comme si au sein des femmes et des jeunes, il n'y en a pas de capables, voilà. Ou alors on fait semblant de ne pas voir. Nous leur avons dit, il y a une autre possibilité. Par exemple, il suffisait seulement de dégager un pourcentage de postes pour les jeunes et pour les femmes. C'est-à-dire qu'on pouvait prendre sur le total 70% ou bien 60% pour les hommes et les femmes qui vont compétir, 20% pour les femmes qui vont compétir entre elles et 10% pour les jeunes qui vont compétir entre elles. En ce moment, on aura les jeunes des différentes formations politiques qui vont s'affronter. Et là, le problème ne se pose pas. Et au niveau des femmes aussi, ce serait la même chose. Mais tant qu'on ne va pas arriver à un tel les jeunes scénario, doivent combattre avec les mêmes armes que voilà, les anciens. C'est pas évident difficile. C'est pas évident, puisqu'il y a un pouvoir financier aussi qui est dedans. Tout à fait. Voilà. Siaka Koulibaly, sur cette bataille pour le positionnement
en titulaire sur les listes électorales. C'est vrai que Simo Compaoré ne veut pas clairement dire qu'il y a eu des soucis, mais on le sait très bien que c'est un véritable problème au sein des états-majors des partis politiques, surtout les grands partis politiques. Le positionnement de la lutte a toujours fait l'objet de batailles, de tensions et parfois de démissions. Oui, tout à fait. C'est étonnant que jusqu'à présent, nos partis ne reconnaissent pas cette réalité de la vie politique et n'utilisent pas les mécanismes qui ont été mis en place et qui fonctionnent très bien ailleurs, qui évitent ces compétitions inutiles à l'approche des élections. Je veux parler des primaires. Une fois que vous instaurez le principe des primaires, cela désactive tout de suite la pression sur les listes parce que ceux-mêmes qui recherchent à être positionnés connaissent le rapport des forces politiques sur le terrain. Justement, il y a eu au niveau du MPP cette forme de primaire, c'est-à-dire qu'on a cherché à avoir l'intention de la base par rapport au potentiel candidat. Effectivement, la base s'est exprimée, mais visiblement, par moment, on n'a pas respecté la volonté de cette base. Mais justement, si la base donne un positionnement et qu'au sommet, ce positionnement n'est pas respecté, cela signifie que en fait, on ne tient pas compte de l'avis de la base. Concrètement, cela veut dire qu'il y aura une certaine désaffection obligatoirement, parce que ceux qui ne vont pas être retenus par le travail qui est fait au niveau du sommet vont très certainement chercher à aller ailleurs. Vous l'avez dit, la CENI a déjà mis en place les équipes pour recevoir les élections et les candidatures, mais jusqu'à présent, vous ne voyez pas il n'y a pas d'engouement. Il n'y a pas d'engouement, il n'y a pas de rush pour se déposer. Mais quand vous irez la dernière nuit devant la CENI, vous trouverez près de 5000 personnes qui viennent là et vous voyez encore des mouvements qui se feront dans les partis. Ceux qui vont vérifier, quand on dépose la liste des partis, avant que celui qui a le dossier ne rentre, les gens vérifient qu'ils sont dedans effectivement. Parce quand ils ne sont pas là, il peut y avoir des trahisons de ils ont toujours un dossier de réserve et ils négocient avec des partis moins peut-être cotés et ils essaient de se positionner. Peut-être vous devriez surveiller cette activité, vous verrez ce que ça a comme intérêt. Ceci dit, c'est que c'est toujours... c'est normal qu'il y ait cet engouement des gens pour se positionner. Surtout que maintenant, nous avons une sorte d'ouverture politique qui est arrivée, une sorte d'ouverture démocratique, en comparaison de quand c'était avant 2014, au temps où, par exemple, Blaise Compaoré était au pouvoir, il n'y avait pas de problème pour les listes. Parce qu'on lui amenait des propositions et lui décidait. Et après ça, il n'y avait pas de discussion. Les gens suivaient sans problème. Maintenant qu'on a une espèce d'ouverture démocratique, les gens peuvent effectivement compétir, on a senti tout de suite, déjà dès 2016, avec l'élection municipale, vous avez vu le nombre de problèmes que le MPP a connus. Après l'élection communale, quelles ont été les difficultés pour désigner les maires? Donc, c'est pour dire que nous sommes en train de rentrer en plein pied dans la démocratie et c'est normal que c'est l'expression démocratique, tout simplement. Mais ce qu'il faut peut-être faire pour terminer, c'est que le dispositif électoral doit changer pour tenir compte de la situation où on se trouve aujourd'hui. Le scrutin des listes, il met les partis en toute puissance. Or, si on veut réellement être démocratique, il faut modifier le mode des listes, le mode de scrutin, et en faire un scrutin uninominal qui permettent à l'individu de se présenter en recherchant l'adoubement du parti. Et là, c'est différent de lorsque ce sont le scrutin des listes. Parce que le scrutin des listes, le siège appartient au parti. Tout à fait. Alors, donc, c'est peut-être des modifications encore qu'on doit faire pour tenir compte de l'évolution qu'on a. Voilà, merci. À présent, retour sur Actu. Le conseil de discipline tant attendu n'a pas eu lieu cette semaine. Il devait statuer sur le sort de Bassolma Bazié, secrétaire général de la Confédération générale du travail du Burkina CGTB. Accusé de ne pas respecter ses engagements en tant qu'enseignant, il sera finalement entendu demain. Les hommes du général mobilisés pour l'accompagner à la direction de la recherche en éducation non formelle, là où Bassolma Bazié, secrétaire général de la CGTB, doit passer en conseil de discipline pour non-respect de son volume horaire d'enseignement selon sa hiérarchie. Mais finalement,
Le rendez-vous de la confrontation n'aura pas lieu. Avant la tenue du conseil de discipline, Maître Prosper Farama, l'avocat de Bassolma Bazié, aurait dû rentrer en possession de 2 lots de documents. Le premier lui a été transmis, mais pas le second. C'est donc pour que ce dossier lui soit envoyé qu'il a été demandé le renvoi de la tenue du conseil de discipline à une date ultérieure. Dans la lettre que le président du conseil de discipline a adressée, il a effectivement communiqué le dossier de l'affaire, mais pour le dossier individuel, il a dit d'aller consulter aux archives. Dans la réponse de ce matin, ils prennent note des observations faites par l'avocat et ils disent que le dossier individuel lui sera transmis. Est-ce que ce sera aujourd'hui, est-ce que ce sera demain? Est-ce qu'ils vont attendre lundi? On ne sait pas. Mais l'engagement est pris de nous transmettre le dossier individuel. Dans sa lettre de demande de renvoi, Maître Prosper Farama proposait que le conseil de discipline se tienne à partir du 2 octobre. Comme motif, l'avocat évoque les vacances scolaires. Pas suffisant pour le président du conseil de discipline qui a donc décidé de ramener la comparution de Bassolma Bazié au lundi 21 septembre. Eh bien voilà, donc on attendra donc demain pour voir de quoi il en sera question autour de ce conseil de discipline qui suscite beaucoup d'engouement. À présent, on parle de jeunesse, d'emploi des jeunes au Burkina Faso. C'est un projet initié par l'ONG Oxfam en partenariat avec la Coalition nationale pour l'éducation pour tous sur le financement de Danida et dans le cadre donc, du projet Jeunesse, Éducation à la citoyenneté active et égalité de genre IEG. Nous parlons donc de ce sujet avec notre invité Taïrou Traoré, coordonnateur national de la Coalition pour l'éducation pour tous. Encore une fois, bonsoir. Bonsoir. On parle donc d'accès des jeunes à l'emploi. Et pour commencer, voyons justement, cette semaine, nous avons consacré une série de dossiers sur des jeunes, des modèles de réussite dans le secteur de l'élevage, à commencer par Aruna Compaoré. Il s'investit depuis 2016 dans l'élevage des lapins. Son clapier lui permet d'amasser environ 10 millions de francs CFA chaque année. C'est le plus gros lapin du clapier. Il pèse près de 5 kg. Le plus grand mâle. Les mâles comme celui-ci, Aruna en possède 7 et 50 femelles qui peuvent produire jusqu'à 1500 à 2000 lapins par an. Actuellement, il dispose d'environ 400 sujets dans sa lapinière. Donc on a des femelles ici, des femelles avec leurs petits. Voilà. Et les mâles aussi qui sont séparés. Là nous avons des mâles et on donne des petits normaux. Par exemple ce mâle s'appelle Gora. Après l'accouplement, il faut attendre 31 à 33 jours avant que la femelle ne mette bas. Une seule lapine pouvant produire jusqu'à 40 lapéros par an. À partir du 28e jour, on place le nid pour la mise bas. Et la femelle rentre et prépare le nid pour sa mise bas. Ici, elle a donné 2 petits. Voici les petits. Aujourd'hui, j'ai à peu près 6 ou 7 jours. Voilà. Les petits sortent du nid après 3 semaines pour poursuivre leur croissance qui dure environ 4 mois. Période après laquelle ils peuvent déjà être mis sur le marché. Les clients sont essentiellement les tenanciers de restaurants, les particuliers pour la consommation domestique et les éleveurs. En une année, sa production lui a rapporté près de 10 millions de francs CFA. Oui, le secteur est vraiment rentable si vous la maîtrisez. J'insiste sur ça, quoi. Voilà, parce que beaucoup rentrent dedans. Bon, il faut maîtriser l'élevage pour qu'après, ça puisse te donner. Et la patience aussi. Donc en élevage, on ne doit pas être pressé. Beaucoup sont pressés. Vu qu'on rentre, après 3 mois, on a déjà les retombées. Le secteur est donc rentable, à en croire Aruna, qui estime par ailleurs que l'ensemble des cuniculteurs de la capitale n'arrivent pas à satisfaire la demande de plus en plus croissante. Cependant, la filière fait face à un véritable ennemi qui risque fortement d'entraver son essor. Il s'agit du VHD, ou Virus Hemorrhagic Disease, une épidémie apparue pour la première fois en 2018 et une seconde fois en 2020. Mais jusque-là, le vaccin n'est pas encore disponible au Burkina Faso, selon le président de l'association Cercle de cuniculteurs, lui qui a vu sa production décimée par la maladie.
entre le mois de juin et de septembre 2020, il y a une vingtaine donc d'éleveurs qui ont perdu tous leurs effectifs. À titre d'exemple, moi-même j'en fais partie. Voilà, j'ai perdu à peu près une cinquantaine de femelles, ce qui représenterait avec les évaluations une production annuelle de 1500 à 2000 lapins par an et un chiffre d'affaires entre 8 millions et 15 millions et trois emplois permanents. Donc vous voyez ce que ça fait ça comme incidence tant que nous n'allons pas arriver à maîtriser ce phénomène-là. Et jusqu'à présent, toutes nos tentatives sont restées vaines. Face à ces difficultés, l'association dit avoir porté ses préoccupations auprès des autorités en charge de la santé animale. Pas encore de réponse appropriée et ils attendent toujours une disponibilité du vaccin qui permettrait de sauver ce secteur à forte potentialité. Et voilà, la question de l'accès des jeunes à l'emploi, c'est une question, une préoccupation majeure pour l'ONG Oxfam et la Coalition nationale pour l'éducation pour tous. Vous en faites donc une préoccupation majeure et dans ce cadre-là, vous avez un projet, bien sûr. C'est bien ça. Tout à fait. Logiquement, le vœu de tout un chacun, tous ceux qui vont à l'école ou bien tous ceux qui n'ont pas eu de la chance d'aller à l'école, c'est de pouvoir être utile à soi et à la vie. Alors, nous sommes partis du constat qu'au Burkina, le chômage il est présent. Et surtout, lorsqu'on jette le rétroviseur sur les systèmes éducatifs, ça pose encore un problème. On a vu ce reportage, c'est de l'auto-emploi. Mais notre système éducatif tel qu'il est conçu met l'accent sur l'enseignement général. Et depuis 1960, cette vision a demeuré. Et aujourd'hui, on se trouve face à une situation où, avec les concours directs de la fonction publique par exemple, cette année, il semble qu'on a plus d'1 million de candidats. 1 500 000 candidatures. Donc pour à peu près 5 000 postes à pourvoir, ça pose problème. Ça pose problème. Donc ça veut dire que le système éducatif ne travaille pas à autonomiser, bien sûr, les sortants du système. Donc ce qui fait que chacun s'agrippe à la fonction publique ou bien à un emploi salarié dans le privé, et ce qui n'est pas possible aujourd'hui compte tenu des effectifs que nous connaissons, et surtout au niveau de la fonction publique. Alors pour ce faire, nous, le plaidoyer que nous faisons, c'est de faire en sorte qu'au niveau du système éducatif, tel que les politiques, en tout cas les discours politiques les fait ressortir, mettent l'accent sur l'enseignement et la formation technique et professionnelle. De sorte que ceux-là qui ne pourront pas, bien sûr, continuer les études à un certain niveau, puissent pouvoir eux-mêmes créer, à partir des initiatives privées, des emplois qui peuvent générer des revenus et leur permettre même d'employer d'autres jeunes. C'est une réforme à avoir du système éducatif. Il faut réformer le système, mais aussi avec une vision prospective. Tout à fait. Parce qu'il y a des opportunités. On a vu justement dans le secteur de l'élevage, ces jeunes qui... Il y a le secteur de l'élevage, mais par exemple, si nous prenons le secteur minier. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, quand vous allez dans les mines, en tout cas les statistiques qui ressortent, qu'il y a, pour certains emplois qui demandent la technicité, les Burkinabés n'y sont pas. Il y a peu de nationaux. Alors que la vision prospective depuis les années 60, dès qu'on a pris notre indépendance, devait nous permettre de prévoir. Tout ça. Voilà. On connaît le potentiel de notre sous-sol, on devait commencer aussi à travailler sur... Lorsqu'on fait l'analyse du contexte... Il ressort d'ailleurs que les techniciens, c'est-à-dire les spécialistes du domaine des mines, les nationaux, pour la plupart sont en train d'aller à la retraite. Et il n'y a pas de... On n'a pas travaillé justement à ce qu'il y ait une relève, malheureusement. Tout à fait. Alors donc, de ce point de vue, il faut vraiment qu'au niveau de la politique nationale d'éducation, tout comme la politique de l'emploi, on puisse avoir quand même des ressorts, une vision qui permette au système éducatif, par exemple,
qui met l'accent sur l'efficacité interne, faire en sorte que les b.a.-ba, les fondamentaux, puissent être déjà maîtrisés et qu'ils sortent avec leur parchemin. Et dès qu'ils sortent, au niveau du ministère de la Jeunesse et de l'Emploi, qu'on puisse trouver les mécanismes pour prendre en main les jeunes, les organiser et leur permettre, à travers des acteurs de ce genre, parce qu'en ce moment, on aura quand même la liste des filières porteuses, on les organise pour qu'ils ne soient pas là aujourd'hui à déambuler dans la rue et en vendant des Kleenex partout ou bien à transformer toute la ville de Ouagadougou en marché à ciel ouvert. Tout à fait. Voilà. Ça, en tout cas, c'est une préoccupation majeure. Hein. Donc, la situation aujourd'hui, c'est qu'il y a trop de chômeurs, trop de diplômés qui n'ont pas d'emploi. Dans le même temps, les emplois diminuent. D'ailleurs, au niveau de la fonction publique, il y a une réduction justement dans le recrutement. Il y a des postes qu'on supprime d'année en année, et bien sûr. Le privé aussi n'a pas cette capacité de pouvoir recruter suffisamment, d'où la nécessité justement de l'adaptation. C'est une réalité qui est là. Qu'est-ce qu'on peut dire, on peut définir aujourd'hui comme obstacle justement, obstacle à l'emploi des jeunes? Mais les obstacles, c'est d'abord les capacités techniques, les compétences. Vous voyez, ce jeune homme que nous avons suivi tout de suite, il a été assez clair, hein, parce que bon, c'est un domaine qu'il faut maîtriser. Il faut maîtriser. Voilà. Et tant qu'on n'a pas les compétences pour exercer un métier donné, mais ça pose problème. Raison pour laquelle, bon, ils sont là avec leur diplôme, ils attendent bonnement qu'on lance les concours de la fonction publique ou bien qu'il y ait un test quelque part, bon, ils se bousculent, et là aussi le résultat, il est connu. Ça, c'est ça le vrai problème. Et aussi, les formations qu'on fait de droite à gauche, il faut bien repenser. Par exemple, si nous prenons le système tunisien, le système éducatif tunisien, qui a vraiment à un moment donné fait la fierté de toute l'Afrique, s'est retrouvé face à un obstacle. Il y avait beaucoup de jeunes diplômés qui ont des compétences qu'il faut, mais de l'autre côté, on n'a pas prévu les emplois nécessaires pour effectivement pouvoir les occuper. La conséquence, bon, vous l'avez vu, hein, c'est ce qui a amené la révolution tunisienne. Et donc, c'est dire que bon, la même chose peut venir chez nous. Si toutefois, bon, on ne prend pas à cœur la question de l'emploi des jeunes. À un moment donné, bon... Est-ce que véritablement vous avez l'impression qu'en termes de politique, c'est quelque chose qui est véritablement considéré comme une priorité? Une priorité, bon, par exemple, si nous prenons... le PNDS, par exemple. Voilà, le PNDS, bon, l'accent à travers, bien sûr, le système éducatif, hein, c'était clair que l'accent allait être mis sur l'enseignement et la formation technique et professionnelle, qui demande vraiment beaucoup d'argent. Oui, on a parlé de capital mais si humain vous regardez, à valoriser. voilà, mais si vous regardez le budget de l'éducation, mais la part allouée à l'enseignement et à la formation technique et professionnelle ne peut pas nous permettre d'avoir rapidement un décollage au niveau de ce sous-secteur de l'éducation dans notre pays. Donc l'enseignement et la formation technique et professionnelle demandent quand même beaucoup d'argent. Les infrastructures, ce n'est pas comme les salles de classe qu'on peut aller construire du jour au lendemain. Et aussi, il faut avoir les professeurs, les enseignants il faut les former. Donc tout ça nécessite qu'on ait vraiment une maîtrise. Et je suis tout de suite, bon, j'ai été dans le comité d'élaboration de la stratégie de développement de l'enseignement et la formation technique professionnelle. Bon, cette stratégie, elle n'est pas encore adoptée, mais elle doit permettre effectivement de prendre à bras le corps la question de l'enseignement et de la formation technique et professionnelle. Surtout dans les budgets. J'apprends que d'ailleurs, dès demain, je crois, sera procédé l'adoption du plan décennal de l'éducation nationale. On ne sait pas si ces aspects. Mais on voit déjà qu'il y a cette idée, cette initiative, les lycées scientifiques. Oui, mais ça, c'est une initiative que nous saluons. Et d'ailleurs, même le rapport que nous avons produit sur le rapport alternatif sur la mise en œuvre de l'ED4 au Burkina Faso, ben, le volet vraiment que nous avons beaucoup apprécié et qui nous a permis vraiment de donner un bon point au gouvernement, c'est par rapport à là.
Donc il faut développer effectivement les aspects scientifiques. Mais en même temps, il faut déjà penser à quoi, quand ils vont sortir, on va les occuper. Ça, c'est très important. problème. Parce qu'on voit, par exemple, le cas du voilà. le centre de référence, professionnel de référence de Zignaré, tout à fait, où vous avez des jeunes qui sortent là, des compétences qui sortent, mais qui se posent encore la question de savoir qu'est-ce qu'on fait. Oui. Ils ont les diplômes. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils parlent même d'équivalence de diplôme pour pouvoir participer à Voilà, mais là aussi, tests. la certification, bon, à ce niveau aussi, il y a quand même des difficultés. Mais l'un dans l'autre, il faut se dire qu'on ne pourra pas vraiment lutter contre le chômage des jeunes. Et surtout, il y a aussi le sous-emploi, les jeunes, d'autres jeunes qui sont surtout dans les milieux ruraux. Alors, tous ces gens-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut avoir une politique. Il y a une politique nationale de l'emploi. Mais en même temps, il faut travailler à adapter cette politique à la vision du moment. Parce qu'on est face à une situation et il faut rapidement agir. Mais pour agir, il faut mettre ensemble les acteurs pour réfléchir. Et pour agir, il faut déjà connaître ou admettre l'importance justement de l'accès des jeunes à l'emploi. Ah oui, mais tout le monde est d'accord, parce que quand vous allez, il y a nos petits frères, il y a nos enfants qui sont à la maison, qui ont le diplôme, qui ne peuvent pas avoir d'emploi. Qui est content en sortant de trouver son enfant assis, ou bien son petit frère, qui a fait des études, qui a ses parchemins, et qui ne sait absolument rien faire. Parce que ça reste une bombe, justement. Ah oui, mais c'est ce que S'il y a eu l'insurrection, il faut admettre quelque part aussi. Mais quelqu'un disait... C'est parce qu'on n'a pas pris en compte ces aspirations des jeunes, la question de l'emploi. La question de l'emploi des jeunes, je pense que c'est la principale bombe que nous avons en main actuellement. Mais ces jeunes qui sont là, qui circulent dans les maquis, qui sont sous le soleil, vous voyez certains avec des tonnes, si je peux m'exprimer ainsi, d'articles sous leur dos, en train de marcher sous... C'est difficile. Donc, est-ce qu'on peut faire ce travail-là et puis s'en sortir? Donc, aujourd'hui, il faut impérativement qu'au niveau du ministère de la Jeunesse, on ait une réflexion qui puisse permettre d'aller à la création de coopératives en fonction des différentes filières porteuses que nous avons aujourd'hui et voir comment on peut renforcer les capacités des jeunes et les organiser par filière pour leur permettre vraiment de s'auto-employer. Si on ne fait pas ça, on reste les quelques initiatives que nous usons. Je suivais quelques jours au niveau du ministère de la Jeunesse où on parlait des jeunes qui venaient, en tout cas il y a une queue donc pour les fonds. Je dis mais ça c'est bien, oui. Mais ces fonds-là, combien peuvent les avoir? Le FAPE. D'ailleurs, il y a beaucoup de fonds. Donc il faut avoir... C'est tout ça, justement. Mais il y a des fonds... Trop de fonds, trop de ressources. En termes d'impact, finalement, on ne voit pas. Il y a par exemple le Burkina Startup, tout à fait. avec le Fonds de développement économique et social, qui finance aussi 100 startups par an. C'est le programme présidentiel. Tout à fait. Mais à la fin, est-ce que c'est viable? Est-ce que véritablement ça permet de créer des emplois solides? C'est ça le problème. Au lieu qu'il y ait cette multiplicité de fonds, au moins qu'on ait une structure centrale, pour réfléchir effectivement sur la question de l'emploi des jeunes et quelles sont les opportunités d'emploi qui existent. Comment est-ce qu'on peut organiser les jeunes, renforcer leurs capacités et les accompagner de sorte que ceux qui vont réussir puissent permettre d'auto-employer d'autres jeunes. Et comme on le voit dans certains pays. Donc ce n'est que par là qu'on pourra s'en sortir. Sinon, la fonction publique, à elle seule, ne peut pas. Et d'ailleurs, même si vous regardez d'année en année, le nombre de postes à pourvoir diminue. Bon, le privé est embryonnaire. Il n'a pas les moyens, les doses solides, donc pour pouvoir absorber, en tout cas, tout ce et il faut peut-être aussi une politique incitative, comme ça se fait par exemple pour les sociétés minières, une politique incitative, attractive pour le privé, pour leur permettre justement d'absorber une partie des chômeurs à travers, par exemple, une fiscalité adaptée, de bons points pour les entreprises, justement, modèle, peut-être. De toutes les façons, je pense que la question se trouve posée. Le gouvernement, de concert avec le patronat, bien sûr,
doit réfléchir à cela. Et non, mais ça doit être même une problématique pour la société entière. Pourquoi ne pas avoir des états généraux sur l'emploi des jeunes? Non, pour permettre vraiment à l'ensemble, en tout cas des différentes composantes, pour s'exprimer, entendre les jeunes sur ce qu'ils veulent. La question, est-ce que le problème sur cette question de jeunesse, d'accès des jeunes à l'emploi, est-ce que ce n'est pas parce que le problème de la jeunesse est transversal? On a parlé de l'éducation qui prend en compte la jeunesse, mais il y a aussi le ministère de la Jeunesse qui est là. Et parfois, on a l'impression qu'il y a une forme d'antagonisme, on se piétine parfois dans les missions. Mais tout à fait, c'est parce que si les missions ne sont pas clairement établies, ça pose problème. Dans le cadre de la stratégie qui est en train d'être développée, nous avons dit clairement qu'il faut travailler à ce qu'il n'y ait pas vraiment de doublons dans les missions. Au niveau du ministère de l'Éducation nationale, là-bas, c'est clair, c'est ceux qui sont dans le système, qui sont intéressés par les activités pédagogiques. Et dès lors qu'ils quittent le ministère de la jeunesse doit être préparé à les accueillir et à voir comment ces jeunes qui viennent de sortir peuvent être accompagnés pour que ce qu'ils ont appris ne soit pas du néant. C'est quelqu'un qui quitte l'école avec ses connaissances. Il fait 1 an, 2 ans, 3 ans. Parfois 5 ans. Comme on l'a vu dans l'un de nos reportages sur la jeune fille sortie avec une licence de droit qui a passé le test de la CNSS. Malheureusement, il y a eu cette histoire de fraude et qui dit avoir passé 5 ans et espérait pouvoir avoir un boulot, mais malheureusement. Et puis, mais c'est tout à fait. Ça entraîne même le désespoir. Donc, il faut éviter que les jeunes ne tombent dans cette situation. Maintenant, ceux qui vont continuer avec leurs études, par exemple, si à la fin de ceux qui arrivent en 3e, qui partent ou bien qui atteignent la terminale, ils arrivent à continuer, ils sont encore dans le système formel au supérieur, donc pour pouvoir continuer encore leurs études. Et en même temps, réfléchir à comment vraiment employer tous ces jeunes que nous sommes en train de former. C'est quand on a les potentialités. Mais si vous prenez, nous sommes le pays, en tout cas, qui produit, on était le premier producteur du coton. Mais vous voyez les jeunes qui circulent dans la rue, les boutiques qui sont ouvertes partout. Mais ils vendent des prêt-à-porter. Oui. Mais nous, notre coton, mais on peut les transformer. C'est vrai qu'il y a une politique dans ce sens à travers des unités de transformation. Et en même temps, les jeunes qui sont là, on peut les former en couture. Et leur permettre aussi de coudre des prêt-à-porter à la pelle. Donc, pour nous éviter au moins d'importer des choses que nous-mêmes ne pouvons faire. Il y a la question de l'agriculture. On importe les riz, alors que nous sommes en mesure, effectivement, si les jeunes sont bien organisés et sensibilisés, motivés, mais ils peuvent produire des quantités inestimables. On parle de ces lycées scientifiques. Voilà. Est-ce qu'il ne faut pas aller aussi vers ce type de lycée, à la base déjà, former les jeunes dans ce sens? C'est cette politique aussi, peut-être qu'il faut suffisamment développer. On a parlé de ces universités avec des pôles, l'université par exemple de Dédiougou avec une vocation agricole, etc. Mais jusque-là, on a du mal à voir justement ces jeunes qui sortent de ces universités en termes d'impact sur le terrain. Est-ce que concrètement, ils arrivent véritablement à s'épanouir dans ce domaine? Mais si techniquement, il n'y a pas un plateau technique, par exemple, même ceux qui sont aujourd'hui dans les lycées scientifiques, là, quand ils vont finir, leur vocation, c'est quoi? Ils seront destinés à quoi? C'est ça le problème. Par exemple, lorsque nous sommes allés en Corée du Sud au Forum des partenaires mondiaux pour l'éducation, la ministre de l'Éducation est venue, elle a fait un exposé sur comment en Tunisie, ils ont travaillé, en Corée, pardon, ils ont travaillé à faire en sorte que, bon, la Corée aujourd'hui, qui empruntait de l'argent à la Côte d'Ivoire et au Ghana dans les années 59-60, aujourd'hui est prête à toute l'Afrique et qui est devenue un partenaire technique et financier de toute l'Afrique. Donc le problème, ils ont mis l'accent sur l'éducation. Alors, pendant plus de 10 ans, ils ont décidé d'allouer 60% du budget national à l'éducation. Et les jeunes écoliers ou bien les collégiens
qui déjà avaient des dispositions vraiment avec des technicités bien connues, mais on les a envoyés dans les grandes universités européennes, américaines. Et quand ils ont fini, mais ils ont déjà préparé les plateaux techniques pour les attendre. Ils ne restent pas là-bas. Alors aujourd'hui, quand vous voyez toutes les marques, les grandes marques que nous utilisons ici, Hyundai, les Samsung, les portables, la plupart de ce que nous utilisons vient de la Corée du Sud. Donc c'est dire que développer les lycées scientifiques, c'est bien. C'est bien, c'est une bonne vision. Il faut même préparer encore à les envoyer plus loin pour aller étudier. Mais en même temps, quand ils vont finir, qu'est-ce qu'ils deviennent? C'est le problème. On a beaucoup d'étudiants qui sont allés en Europe, qui sont allés en Amérique, mais qui ne sont jamais revenus parce qu'ils vont revenir faire. Il n'y a rien qui est prévu. Il n'y a rien qui est prévu pour leur retour. Emploi. Alors, donc, sinon, si on dit, bon, on ouvre des lycées scientifiques, on en construit vraiment, on doit applaudir. Mais en même temps, il faut réfléchir déjà à comment on va travailler, à faire en sorte pour ne pas créer que cet investissement ne soit pas perdu et que bon, ce soit le départ vraiment du décollage économique et social de notre pays. En tout cas, ça reste une véritable préoccupation. On va suivre ce deuxième sujet dans la même veine. Un clin d'œil toujours donc aux jeunes entrepreneurs de l'agro-business. Focus sur Ibrahim Nebié, éleveur de ruminants et de volailles et manager d'artistes. Une polyvalence qu'il gère très bien et qui rapporte. C'est un jour pas comme les autres pour Ibrahim Nebié. Ce matin, il doit livrer un bœuf à un tiers qu'il a acheté pour son mariage. À 4, ils doivent charger cet imposant animal sur ce tricycle. Une véritable lutte s'enclenche. C'est l'un des plus gros même du store, comme j'aime le dire. Voilà, c'est mon plus gros taureau. Voilà, donc comme ça, on est en train de vouloir l'amener pour livraison. L'éleveur vient de faire une bonne affaire. Il a vendu son taureau à 650 000 francs CFA. Mais pour en arriver là, il a dû patienter pendant 2 années d'embauche avant que la bête n'atteigne cette envergure. Actuellement, il ne lui reste que quelques têtes de bœufs et de moutons. La grande partie de son cheptel ayant été écoulée lors de la Tabaski. Et ce, grâce à une stratégie commerciale qui marche bien. Ibrahim Nebié utilise les réseaux sociaux pour promouvoir son business. Sur TZ Store, sa page Facebook qui compte plus de 2600 abonnés, il publie régulièrement ses activités, comme lorsqu'il va chercher du foin pour le bétail ou encore lorsqu'il présente les animaux en vente. Réserver, acheter, soutenir. Big up, big up. Yeah. Même le client même du bœuf aujourd'hui, je le connais via les réseaux sociaux. Voilà, donc aujourd'hui, les réseaux sociaux pour moi, c'est un gros canal que j'exploite bien. J'exploite bien, voilà, en termes de stratégie, en termes d'action et en termes même de personal branding. Parce que quand toi-même, tu ne donnes pas une bonne image de toi sur les réseaux sociaux, c'est difficile d'exploiter. L'histoire entre lui et l'élevage, c'est une question de passion, dès le bas âge grâce à son père, qui lui faisait l'élevage domestique. Aujourd'hui, Ibrahim Nebié est un véritable entrepreneur dans le domaine et cela lui réussit bien, tout comme le showbiz. Car il est aussi manager d'artistes, comme le rappeur Askoy qu'il arrive à positionner sur la scène musicale. Il est aussi cofondateur du label Yereboy Prod, une modeste maison de production d'artistes qui fait son petit bonhomme de chemin. Mais cette double casquette n'échappe pas aux critiques. Certains internautes estiment que showbiz et élevage ne font pas bon ménage. Je dirais toujours que c'est l'ignorance qui fait qu'on a ce jugement sur les gens. Sinon, tous ceux qui ont essayé de m'approcher, qui m'ont vu en activité dans le store et qui m'ont vu dans la réalité, dans le showbiz, savent que vraiment, c'est comment on appelle. C'est une force. Parce que beaucoup n'arrivent pas. J'ai un ami qui m'a avoué, il dit que lui, il est jaloux, positivement bien sûr, de ce que moi je suis. Parce qu'arriver à être dans la boue et après, quand il me voit dehors, côté showbiz ou côté même vie active, je suis clean et tout. Je dis c'est comme ça. Voilà, là où tu manges, il ne faut pas t'amuser. Le sérieux et la persévérance sont pour lui les secrets de l'entrepreneuriat. Il invite ses jeunes frères à lui emboîter le pas car il pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Tous ces jeunes qui peuvent prendre 5 ans pour faire un concours,
de souvent penser aussi à entreprendre quelque chose. Et ça ne gâte pas. Tu peux entreprendre et continuer toujours à faire ça. Et une fois que tu sens que côté entrepreneuriat, ça marche, tu continues. Parce que l'essentiel, c'est de s'épanouir. C'est de s'épanouir. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont l'amour du travail, par exemple, qui ont le sacerdoce, comme on aime le dire, d'être enseignant, d'être infirmier. Eux, ils sont là aussi. Mais il y a des gens, ils le font parce qu'ils veulent travailler. Donc, entreprenons aussi et voyons ce que ça peut donner. On essaie de changer la donne et voir ce que ça peut donner. Ibrahim Nebien ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Il ambitionne s'investir dans l'aviculture et la production d'aliments à bétail. Il envisage aussi reprendre ses études qu'il a stoppées il y a 4 ans, alors en 2e année au département de communication et journalisme de l'université Joseph Kizerbo, devenu hypermique. Pour lui, c'est la preuve qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. Voilà qui donne l'espoir toujours, Tahirou Traoré. Tout à fait. Je pense que ce sont ces genres de bons exemples qu'il faut promouvoir pour permettre aux autres jeunes de comprendre qu'à tout moment dans la vie, si on est déterminé, on peut s'en sortir. Ça participe de la déconstruction de cette image qu'on a, tout à fait, justement, dans le système francophone où on pense que tout à fait. Diplôme égale forcément à travail de bureau. Il faut arriver à déconstruire cette mentalité jusqu'au plus profond de nos populations. La preuve, quand quelqu'un envoie son enfant à l'école, son premier souci d'abord c'est de le voir, un grand commis de l'État, qu'il vienne me dire qu'il revient pour travailler la terre ou bien s'occuper à l'élevage comme ce jeune homme le fait, ils vont dire est-ce que l'école ça a son sens? Alors que c'est grâce effectivement à l'école qu'il a pu développer ses initiatives et ces bonnes idées qu'il a. Il est en train de diversifier ce qu'il est en train de faire, mais en même temps il n'oublie pas qu'il doit continuer ses études parce que la connaissance donne également le pouvoir. Donc il faut travailler sur tous les segments. Cette capacité aujourd'hui à exploiter les réseaux sociaux, comme il a dit, tout à fait. Oui, en département de communication et journalisme, ça prend tout ça. Oui, tout à fait. Et je pense que ces genres de bons exemples peuvent amener effectivement les autorités à réfléchir sur comment vraiment on peut travailler à développer des filières de ce genre en organisant les jeunes et en leur faisant comprendre que leur salut, ce n'est pas seulement les concours professionnels. Oui. Et tout ça, c'est justement Siaka Coulibaly, Oxfam et la Coalition nationale pour l'éducation pour tous qui mènent donc ce plaidoyer en faveur de l'emploi des jeunes. On a vu ces exemples. On se demande quelle stratégie justement pour promouvoir l'accès des jeunes à l'emploi. On a vu ces 2 exemples de jeunes qui s'en sortent bien par rapport à l'auto-emploi parce que de plus en plus, la fonction publique recrute peu, le privé, on l'a dit, n'est pas assez solide pour offrir suffisamment d'emplois. La question reste posée. Peut-être aussi encourager ces initiatives de jeunes qui sont déjà dans le concret, qui ont déjà cet amour et qui ont la main dans la pâte. Il faut les motiver, les encourager davantage à entreprendre. Oui, tout à fait. Moi, je voudrais poser le problème sous l'angle macro-politique. Pour dire qu'en réalité, l'emploi, on ne peut pas promouvoir l'emploi par des techniques spéciales. C'est lorsque l'économie marche que l'emploi fonctionne. Une économie florissante où les entreprises investissent, vont forcément recruter et l'emploi aussi va s'en trouver en bonne santé. Quand on regarde les pays développés, les États-Unis ou la France, juste après le confinement, les gouvernements ont annoncé des investissements dans les secteurs productifs, en sachant très bien que c'est comme ça que l'emploi va repartir. Donc ça, c'est un aspect qu'il faudrait voir. Et dans ces domaines-là, chez nous, le chef de l'État aussi avait annoncé 300 milliards d'investissements après le confinement. Il faudrait peut-être s'assurer qu'est-ce qu'on en a fait, où est-ce qu'on a mis cet argent, et quelles sont les plus-values générées. C'est vrai que les 100 milliards pour la relance de l'économie, cette semaine, justement, il en a été question. Il y a eu une rencontre avec le Premier ministre pour discuter du sujet, mais après aussi, au niveau du patronat, de la Chambre de commerce, la réflexion est menée justement par rapport à la mise en œuvre justement de cette politique. Je pense que les structures qui s'occupent de cette question doivent suivre qu'est-ce que les 100 milliards ou les 300 milliards permettent de générer comme... disons, relance économique, relance des entreprises
accompagné donc de l'emploi. Ensuite, il y a aussi, il en a déjà parlé, le contenu et l'approche des formations. Nous restons dans le même modèle qu'on a depuis 1960, à savoir former des généralistes. Et au final, ces généralistes ne peuvent pas faire autre chose que ce qu'ils ont appris à l'école. 1 280 000 candidats pour 4 700 postes, c'est clair que ces 1 million ne peuvent faire que le travail de bureau. C'est pour ça qu'ils y vont. S'ils n'arrivent pas à avoir de l'emploi, ils retournent dans la rue, ils font un peu de l'informel, etc., etc. Il faudrait, à mon avis, changer le profil d'éducation et d'enseignement que nous avons et faire en sorte que, au lieu d'avoir quelques unités d'enseignement scientifique ou technique, faire en sorte que l'école lui-même ait cette dualité de formation. L'enseignement général est aussi un enseignement pratique qui permette au bout du compte que le produit, celui qui sort donc des écoles là, il ait quand même quelque chose sous la main. Moi, je prends mon exemple. Moi, j'ai fait le premier cycle du secondaire dans une école des frères, une école religieuse donc, où nous avions au programme la menuiserie et le dessin industriel. Et c'était noté, il y avait des épreuves là-dessus. Et nous sommes sortis avec des capacités en la matière. Donc c'est peut-être une formule, je pense qu'on aurait dû appliquer à l'école publique, de sorte que l'élève, même en 6 ans, c'est-à-dire au CEP, il sorte avec un diplôme qui est à la fois cette connaissance générale, qui est importante, et aussi quelque chose de pratique qui lui permette d'envisager, quand il ne peut pas continuer, parce qu'il y en a qui n'arrivent pas, d'avoir des activités qui lui permettent de générer des revenus. Parce qu'au final, c'est la question du revenu qui se pose. Oui, et Tahirou Traoré, ça reste en tout cas l'éternel souci. Hein. Il y a déjà, comme on l'a dit, la question du manque de compétences, mais aussi l'inadaptation des compétences aux besoins du marché du travail. Bon, on est devant cette réalité. Qu'est-ce qu'il faut? Est-ce que déjà, on peut recycler ceux qui sont déjà là? On parle de ces 1 million qui tapent à la porte de la fonction publique. Est-ce qu'il n'est pas possible déjà, à travers une opération, de recycler déjà ces jeunes pour qu'ils comprennent que, justement, ils ne pourront pas tous rentrer dans la fonction publique, mais peut déjà autrement? Parce qu'après, quand on finit tout son cycle, on a passé peut-être 5 ans en quête d'emploi. Au niveau de la fonction publique, on ne gagne pas. Déjà, même pour les théories, on commence à être un peu déphasé, on commence à oublier pas mal de choses. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas une possibilité de recyclage pratique, justement, pour ces jeunes, en attendant, bien sûr, d'introduire, justement, toute cette politique, justement, pour être plus pratique et sortir des jeunes capables d'entreprendre ou, justement, être opérationnels? Tout à fait, vous avez entièrement raison. Si on regarde la finalité de notre système éducatif, c'est de pouvoir former un citoyen producteur, créatif, voilà, intégré à son milieu. Bon, avoir tous ces jeunes qui sont en train vraiment de se battre pour entrer dans la fonction publique, c'est parce que, bon, ils n'ont pas cet esprit créateur. Étant donné qu'on est dans une situation où le problème, il est déjà là, il y a le futur qu'il faut envisager. Parlant du futur, ben, c'est à nous de voir. Burkina Faso, depuis 1960, nous sommes toujours dans les mêmes segments. C'est clair. On importe tout. Et il y a des choses qu'on fabriquait, qu'on ne fabrique plus, qu'on importe. Et quand nous étions en 6e à Bobo, il y avait des bonbonneries, des biscuiteries, des choses passées. Mais il n'y a absolument plus rien. Imaginez combien de baptêmes il y a par jour au Burkina, hein, les cérémonies. Hein, c'est des bonbons, c'est ceci, c'est cela. Mais tout est acheté ailleurs. Tout à fait. Mais si on réfléchit à cela, comme c'est des choses que les gens aiment, il faut travailler, bien sûr, dans la durée à voir, pour pouvoir produire ces bonbons, quel type d'agents nous devons former. C'est clair. Je parlais du coton. C'est-à-dire qu'on peut transformer. Même les petits balais, c'est-à-dire quand vous allez partir dans les quincailleries, on achète tout. Donc c'est à nous de voir et de nous donner un objectif. C'est-à-dire dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans,
qu'est-ce que nous ne devons plus importer? Et, comme il a dit, la réforme du système éducatif permet effectivement d'avoir des curricula qui peuvent nous permettre de former des enseignants, d'avoir le matériel qu'il faut, matériel didactique, matériel technique, pour aider à la formation de ces jeunes, pour pouvoir atteindre cet objectif en 5 ans, en 10 ans, en 20 ans. Mais les Rwandais l'ont fait. Mais aujourd'hui, je pense qu'ils ont inventé un smartphone. Tout à fait. Le Mara qui est ici, qui se vend. Donc, tant qu'on n'a pas cette vision du développement, notre système éducatif sera toujours le même. C'est la vision qui commande la réforme du système éducatif et qui commande la réforme, c'est-à-dire des curricula qui vont permettre effectivement de régler la question des contenus, la question des didactiques et la question même de la formation des enseignants et voir aussi le profil des élèves. Quel profil on veut? Tant qu'on ne va pas aller dans ce sens, ça pose problème. Mais maintenant, comme vous l'avez si bien dit, nous sommes face à une situation problème où nous avons des milliers de jeunes qui sont là sans emploi et qui espèrent chaque année être recrutés dans la fonction publique. Il y en a qui sont là depuis plus de 5 ans, 10 ans, qui passent les concours. Voilà pourquoi je disais que par rapport à cette question de l'emploi, il serait bon qu'on ait des assises nationales. C'est-à-dire pour réfléchir effectivement sur la question de l'emploi des jeunes et quel type de recommandations, de propositions on va faire qui vont permettre de développer des politiques, en tout cas dans la courte durée, donc pour pouvoir faire face à ces problèmes. Là, il faut une action vraiment révolutionnaire tout pour à fait. rattraper Tout à fait. ce retard, parce que ça craint, et comme on l'a dit, c'est une bombe. Ces millions de jeunes qui tapent à la porte de la vie active. Tout à fait. D'ici là, quand ils n'en trouvent pas, après, c'est eux qui iront gonfler les marches dans les rues. Tout à fait. On est en train de former des chauffeurs. Hein. Je vois que 5000 jeunes qui ont eu leur permis, ainsi de suite. C'est vrai, c'est bien. Mais ils ont le permis, ils vont faire quoi? Peut-être que si... mais c'est vrai. Donc si on réfléchissait, bon, ceux qui ont le permis, peut-être que bon, on va essayer de développer le parc de transport en commun, hein, avec des taxis par là. C'est vrai qu'on a l'impression que les actions sont beaucoup plus populistes que réalistes. Bon, finalement. En fait, il y a le discours politique, effectivement, qui emballe, mais la réalité aussi est là, puisque le politique, quand lui, il est en campagne, il cherche effectivement à avoir l'électorat. Donc, il va aller avec des propositions donc, qui rencontrent l'assentiment de l'électorat. Mais une fois qu'il est élu, l'autre réalité est là. Donc, comment traduire les discours politiques en réalité? Et c'est là toute la difficulté. On se rend compte maintenant que bon, il y a des engagements qu'on a pris, mais alors que en regardant les ressources, bon, et puis la politique qui est déjà tracée, c'est pas possible. Donc ça, c'est manifestement un vrai problème. Et tant que, comme je l'ai dit, on ne va pas se donner une bonne vision, depuis 1960, combien de réformes sont passées? La dernière réforme, c'est celle de 2007. Mais aujourd'hui, c'est un problème. On est en train de relire les curricula. Ces curricula, ça va servir dans quelques années à quoi? Et depuis 2003, on s'est engagé dans la réforme des curricula, avec plusieurs noms. Donc, il faut qu'on prenne effectivement la dimension au sérieux. On ne réforme pas pour réformer. Est-ce que, justement, dans l'élaboration de ces curricula et dans une vision, justement, d'adapter la formation aux besoins du marché de l'emploi, est-ce que, justement, on tient compte des potentiels en termes d'emploi, justement, pour élaborer ces curricula? On parle aujourd'hui du secteur minier. Justement, il y a même, dans les 4 fonds pour le secteur minier, il y a un fonds destiné à la formation et à la recherche qui génère des milliards, justement, qui devrait permettre, à côté de la recherche, de contribuer aussi à la formation de jeunes, des ingénieurs dans le secteur, justement, des mines, pour effectivement permettre, justement, aux jeunes Burkinabés d'investir ce secteur. Non, mais c'est ce que nous disions. Par exemple, si on est en train, chaque jour, d'ouvrir des mines par-ci, par-là,
à cette allure, on va finir notre sous-sol pendant que nous-mêmes ne sommes pas en mesure de pouvoir l'exploiter. Et nous regrettons, par exemple, ceux qui viennent pour investir chez nous, ils sont venus aussi pour chercher de l'argent. Hein. Ça, il ne faut pas qu'on se leurre. Et vous voyez la bataille qu'il y a autour. Puisque... Il y a l'exemple de certains pays qui, à un moment donné, ont stoppé la production dans le secteur des mines, le temps d'aller chercher l'expertise, d'aller former des jeunes avant de revenir lancer l'exploitation. Mais de quoi nous parlons? Mais c'est ça, je dis, mais si toutefois, hein, nous voulons développer un secteur d'activité donné, et c'est ce que je dis, il faut, dans la vision, développer la politique qui nous permette vraiment de réaliser cet objectif. Parce que vous allez ouvrir, vous allez tout de suite là ouvrir une usine de fabrique de textiles. Ben, vous n'avez pas voilà, des techniciens formés dans le domaine. Mais c'est un problème. Il faut aller chercher ailleurs. Il faut aller chercher ailleurs. On a vu hein, avec l'exemple des mines, où certains jeunes, à certains niveaux, se sont organisés pour dire qu'ils ne sont pas d'accord, il faut qu'on les recrute. Mais quand les machines sont arrivées, c'est un problème. Ils ne peuvent pas. C'est ça la réalité. Tant que nous-mêmes, tant que nous n'allons pas réfléchir à ça, mais nous allons continuer à nous appauvrir davantage. Et pendant ce temps, ceux qui viennent nous exploiter partent avec toute notre richesse. Et nous sommes là avec nos problèmes, nos enfants entre les mains. Ils vont devenir quoi? Et raison pour laquelle nous disons que cette jeunesse-là constitue la bombe qui peut amener une déflagration terrible de notre tissu social. Il faut donc désamorcer cette bombe et dans le cadre donc du projet Jeunesse, Éducation, la citoyenneté active et égalité de genre YEG que vous menez avec l'ONG Oxfam. Vous menez donc ce plaidoyer en faveur de l'emploi des jeunes pour désamorcer cette bombe. On est en fin d'émission. L'objectif de ce plaidoyer, c'est quoi concrètement? Vous voulez interpeller l'autorité pour un engagement plus efficace, c'est bien cela? Mais tout à fait, c'est ce que nous disions. Il faut que l'autorité prenne à bras le corps la question de l'emploi des jeunes. Voilà. Il faut une vision. Je ne dis pas qu'il y a des visions qui sont là, mais ces visions doivent se coller à notre réalité. C'est-à-dire aux préoccupations qui sont là, et surtout à notre potentiel économique. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Et à partir de là, on peut, avec les jeunes, avoir un dialogue franc, en ce moment, en renforçant leurs capacités. Donc, ils peuvent être sensibilisés à se mettre ensemble. Et peut-être que si on partait avec une petite expérience des jeunes qui le font, mais ça va marcher. Par exemple, je prends un petit exemple, je vous dis pas, au Rwanda. Vous voyez, les enseignants, ils sont trop... Le Rwanda, c'est un petit pays. Un petit pays de la boucle du Moun, a presque la même superficie que le Rwanda. Mais avec près de 15 millions d'habitants maintenant, un petit territoire, avec des milliers d'enseignants. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Puisque pour régler la question de l'emploi, ils ont créé une coopérative pour les enseignants. Et on les a incités à s'organiser. C'est-à-dire, bon, par filière, ils se mettent en groupe de 3, 4, 5. Mais ceux qui ont réussi, mais ils sont partis. Ils ont laissé la place aux jeunes, à leurs petits frères qu'on a recrutés. Nous sommes allés au marché de Kigali. Mais sur au moins une dizaine de boutiques, c'était des enseignants. C'est-à-dire qu'ils sont passés par là. Et aujourd'hui, qui sont passés à l'auto-emploi. Et qui ont laissé la place, à la fonction publique aux jeunes. Aujourd'hui, vous imaginez, les fonctionnaires sont assis, personne ne veut bouger. Tout le monde veut aller à la retraite. À la retraite. Alors que, vraiment, avec des politiques de ce genre, on peut même amener ceux qui ont 20 ans, 30 ans de service, vraiment à passer à autre chose et puis à laisser la place. Bon, tout ça, ça rentre dans la réflexion globale qu'on peut mener à travers des assises. Chaka Koulibaly, justement, c'est pertinent ça? Oui, c'est pertinent. Au Ghana aussi, c'est le même système. Vous avez des gens qui s'intéressent au concours de la fonction publique en milieu rural. Une fois qu'ils ont 2 ans, 3 ans, ils maîtrisent les techniques économiques, la planification, ils s'en vont dans le privé et ils laissent la place effectivement à d'autres qui viennent. Donc c'est effectivement une question de vision. Mais dans notre contexte, je crois que pour l'instant, il faut également réfléchir globalement. Notre économie est en difficulté parce qu'il n'y a pas la sécurité. Tout à fait. Bon.
Donc, les choses étant connectées, il faut régler les grandes questions pour qu'il y ait la sécurité. La sécurité ramène la stabilité. La stabilité permet l'économie et la croissance. Donc, nous sommes dans une situation complexe où les secteurs sont interpénétrés. Donc, il est difficile de faire la promotion de l'emploi avec les effectifs qui se présentent aujourd'hui. Quand il y a des déplacés, 1 million de déplacés, c'est autant de pertes de possibilités parce que les gens étaient sur leur place, leur commune, leur village, ils faisaient de la production. Au moins, ils faisaient de l'agriculture, ils faisaient de l'élevage. Mais tous ces gens sont obligés de se déplacer ailleurs où il faut réapprendre à vivre. Il y a le traumatisme du terrorisme, etc., etc. Donc, ça ne fait qu'amplifier, en fait, les problèmes. Donc, le tout s'interconnecte et finalement, nous avons beaucoup de difficultés par secteur comme celui de l'emploi. Voilà. Et donc, Tahirou Traoré, on a en fin d'émission pour terminer, justement. C'est un projet donc, qui est engagé, c'est un plaidoyer qui est engagé et qui suit son cours. Tout à fait. On va vers les campagnes, bien sûr. On suppose que vous serez en plein, justement, dans cette campagne aussi, avec ce plaidoyer. Oui, nous sommes prêts. Nous allons rencontrer les partis politiques sur la question. On va échanger. Ils nous diront ce qu'ils entendent faire une fois qu'ils seront élus. Voilà, donc pour promouvoir beaucoup plus d'emplois pour les jeunes. Il a parlé du terrorisme. Aujourd'hui, si les jeunes sont employés, ils ont de quoi se prendre en charge. Est-ce que vous ne pensez pas que ça peut limiter le terrorisme? Tout à fait. Parce qu'eux aussi recrutent parmi les jeunes. Ils recrutent parmi les désespérés. Et c'est sur ces genres de discours qu'on arrive à les avoir. Bon, on ne tient pas compte de vous, on ne fait pas ça, on ne fait pas ceci. Bon, nous, on va votre vous faire État ça. Vous a abandonné. Voilà, votre État vous a abandonné. On ne vous donne pas de l'emploi. On ne vous donne pas de l'emploi. Alors que, bon, si on arrive à gérer cette question, mais comment on pourra les recruter? Mais en tout cas, franchement, merci beaucoup. Ce plaidoyer, nous allons le continuer. Nous allons rencontrer les ministres, en tout cas dans les jours à venir, pour encore revenir un peu sur les aspects que nous avons développés. Nous avons des recommandations qu'on pourra partager avec eux, et des propositions concrètes vraiment pour amener notre pays à sortir vraiment de cette situation où le sous-emploi ou le manque d'emploi des jeunes constitue en tout cas du tournis pour tout le monde. Donc, quelques recommandations Alors, parmi les recommandations que nous formulons, c'est d'abord la question de la vision qu'il faut peaufiner. Voilà, il faut avoir la vision et les politiques que nous avons, c'est de voir si ces politiques-là peuvent avoir une cohérence avec la vision qu'on va se donner. Et il y a le système éducatif. Le ministre de l'Éducation, certainement, il est en train de nous suivre, c'est de dire que cet engagement concernant la question de l'enseignement et de la formation technique doit entrer en bonne place dans les nouveaux référentiels que nous sommes en train d'élaborer. Et je crois que l'atelier de cadrage commence demain. Donc il faut travailler à ce que les anciens chemins sur lesquels nous sommes depuis 1960, que nous puissions les abandonner. Et regarder effectivement vers des domaines porteurs. Ce n'est pas la peine de continuer avec les mêmes choses. Aujourd'hui, regardons de façon pragmatique, ce que nous pouvons faire pour développer notre pays et laisser tomber ces sentiers battus qui, depuis lors, ne nous apportent pas grand-chose. D'accord. Voilà, merci. Merci encore, M. Tahirou Traoré, coordonnateur national de la Coalition pour l'éducation pour tous Burkina Faso avec l'ONG Oxfam. Vous menez donc ce plaidoyer en faveur de l'emploi des jeunes dans le cadre du projet Jeunesse Éducation à la citoyenneté active et égalité de genre. Merci encore d'être passé dans le 7 Info ce soir. Merci. Merci. Nous sommes en fin d'émission, malheureusement. Merci à tous de nous avoir suivis. Excellent sur le programme, sur BF1. Bonne reprise de travail demain. Bonsoir.